La distribution dans le passé des plantes et des animaux, il nous donne ce qu'on appelle les études paléontologiques, nous donne des informations importantes sur les latitudes, c'est-à-dire les positions des continents, des anciens continents, et leur position relative par rapport à l'actuel. La faune des eaux froides, par exemple, peut souvent être distinguée de la faune des eaux chaudes. Et avec la flore antique, elle reflète un peu les paléotempératures et les paléoprécipitations. C'est-à-dire, on peut reconstituer les paléo-environnements. La similitude et la discordance de la faune et de la flore sur les différents continents peut nous estimer un peu la géographie ancienne, c'est-à-dire reconstituer les paléogéographies. D'ailleurs, l'histoire évolutive des groupes de plantes, d'animaux vers les différents continents peut nous indiquer le moment où ils ont été reliés, c'est-à-dire le moment où les différents continents étaient reliés les uns contre les autres en un supercontinent qu'on a appelé la Pangée. Par exemple, il y a 200 millions d'années, tous les continents étaient joignés sous forme de Pangée et qui est entouré par un seul océan qui est le Panthalassa. D'ailleurs, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde et l'Australie, elle était un seul morceau qu'on a appelé la Gondwana. La distribution d'autres espèces peut aussi être expliquée par une expansion initiale à travers la Pangée. C'est-à-dire toutes les origines des espèces. Donc, une fois, lorsqu'on parle d'un supercontinent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une barrière. C'est-à-dire on peut avoir la même faune ou bien la même flore sur différents continents qui étaient initialement liés l'un contre l'autre. Et avec l'expansion, avec la dérive des continents, avec la dislocation des différents continents, les différentes espèces retrouvent une barrière géographique, par exemple l'Afrique qui se sépare de l'Amérique du Nord, alors il y avait une barrière géographique qui est l'Atlantique central, qui a été amorcée, initiée, il y a à peu près 200 millions d'années. C'est-à-dire, on risque d'ailleurs maintenant de ne pas retrouver les mêmes espèces de part et d'autre de l'Atlantique, chose qui n'était pas le cas il y a 200 millions d'années. C'est-à-dire, on peut même reconstituer la paléoécologie ou bien l'écologie ancienne. Cette paléoécologie qui est à elle aussi une science qui est issue de la paléontologie, introduite aux années 60 du dernier siècle, du XXe siècle. Elle étudie d'ailleurs les relations entre les êtres vivants. Il y a deux types de relations, soit des relations biotiques ou bien des relations abiotiques. Les relations entre les êtres vivants, les relations abiotiques, elles ne sont pas en relation directe avec le milieu, mais avec l'environnement, avec les caractères physico-chimiques qui sont avec le milieu extérieur. Et il y a les relations biotiques spécifiques entre les différentes espèces. C'est-à-dire, on peut avoir une idée sur les paléobiotopes, c'est-à-dire le milieu ancien, et avoir une idée sur les relations biologiques entre les différentes espèces qu'on appelle la paléobiocénose. D'ailleurs, la paléoécologie, elle peut étudier en paléo-environnement qu'on cherche à reconstituer. Et d'ailleurs, de ce fait, on peut reconstituer même les paléogéographies ou bien les géographies anciennes à partir des fossiles et à partir, bien sûr, des différents modèles. Les méthodes sont diverses et sont d'ailleurs reliées à l'écologie, c'est-à-dire il faut avoir le mode de vie de chaque espèce. Alors pour cela, il faut étudier la paléontologie, c'est-à-dire les espèces, il faut bien reconstituer les espèces, leur mode de vie, etc. Il faut trouver des fossiles. La paléochronologie, il faut voir les traces de ces différents fossiles, les traces de reproduction, les traces de locomotion, c'est-à-dire ils marchent ou bien ils rampent, c'est-à-dire on parle d'un être vivant ancien, il a son mode de vie.
ou bien la palynologie, c'est-à-dire l'étude des différents pollens. Et la sédimentologie, bien sûr, ça c'est important parce que les différentes strates, les différentes couches géologiques, c'est indéniablement, c'est un registre paléontologique. C'est lui qui contient, c'est lui le contenant qui contient un peu ces différentes traces fossiles. Alors là, on est obligé d'évoquer le principe d'actualisme. Et ce principe d'actualisme, c'est-à-dire tout ce qui se passe actuellement s'est passé il y a longtemps. Et tout le milieu sédimentaire, tous les environnements sédimentaires qu'on voit actuellement, on les a vus il y a longtemps. On ne les a pas vus, bien sûr, mais on les a reconstitués. Par exemple, maintenant, on voit les milieux désertiques. On voit Merzouga, il n'est pas loin. Merzouga, etc., ce sont des déserts, des dunes de sable, des dunes, des différents types de dunes, etc. Mais il y a longtemps, il y avait toujours du désert sur la planète Terre. On voit de la glace, par exemple, les milieux glaciaires dans l'Arctique, l'Antarctique, la Sibérie, etc., etc. Mais on les voit actuellement, il y a longtemps. On voit le mode géodynamique de la géodynamique qu'on a vu l'an dernier dans le cours de géodynamique externe, les différents processus, les différents facteurs géodynamiques externes et les mêmes facteurs, ils ont régi le développement des sédiments il y a longtemps. C'est le principe d'actualisme. L'écologie est subdivisée en deux parties, soit haute écologie ou bien synécologie, ou bien ce qu'on appelle la dynamique des populations. La différence entre les deux, en ce qui concerne l'autocologie, c'est une discipline qui s'intéresse sur les espèces, particulièrement à l'action des facteurs et des agents environnementaux sur les espèces, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur. Ces facteurs sont de deux sortes, soit des facteurs qui ne sont pas biotiques, on les appelle abiotiques, c'est-à-dire indépendants des êtres vivants. Les facteurs édaphiques, les facteurs climatiques, les inondations, les catastrophes naturelles, etc., etc. Et il y a aussi les facteurs biotiques, c'est-à-dire qui sont liés aux êtres vivants, c'est-à-dire liés aux relations entre les êtres vivants. Le parasitisme, un être vivant qui vit en parasite par rapport à un autre être vivant, etc. Donc, c'est-à-dire les relations qui s'exercent entre les êtres vivants, que ce soit animaux, que ce soit végétaux. C'est-à-dire il peut avoir même une vie en symbiose des êtres vivants. On voit la poule et le chien, ils peuvent convivre au sein des petites maisons à la campagne. Et la prédation, c'est la loi de la jungle, le plus fort qui s'approprie des ressources rares, le premier. Et même dans la fécondation, les mâles les plus forts s'approprient des femelles. Mais en ce qui concerne la synécologie, là, il étudie non pas l'espèce, mais les communautés des êtres vivants, avec les milieux qui les entourent, c'est-à-dire plusieurs espèces, que ce soit animales, que ce soit végétales, qui partagent une portion de terrain, qu'on a appelé le biotope. Ils partagent un même biotope, c'est-à-dire il y a des relations qui s'établissent entre les différentes espèces, que ce soit animales ou végétales, et le milieu extérieur. En synécologie, c'est-à-dire on doit signaler la notion de biocénose. Elle correspond, lorsqu'on parle de biocénose, à une communauté d'êtres vivants qui habitent une portion du paysage et qui se sont adaptés à ce milieu. Là, on a l'adaptation. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement vivre dans un milieu, il ne faut pas seulement vivre au sein d'un environnement, mais il faut s'adapter à cet environnement. S'adapter aux conditions, aux bonnes conditions et aux mauvaises conditions. Les premières synthèses paléoécologiques, elles s'appuient essentiellement sur le registre paléontologique. Plus tard, on va intégrer les différentes informations fournies, qui nous est fournie d'ailleurs par le sédiment,
Puis, au fur et à mesure que progressaient les connaissances de l'écologie, de la paléogéographie, etc., de la dynamique des environnements, c'est-à-dire tout ce qui est géodynamique externe, la compréhension des différents paysages, il va s'enrichir grâce à ces différentes données. En particulier, l'étude des populations qui va contribuer à affiner l'interprétation des différents fossiles. Alors, les comparaisons avec les biotopes actuels s'avéraient d'autant plus aisées que l'âge des sédiments soit plus récent. Je donne un exemple. Moi, je suis un géologue. Je préfère travailler sur les terrains d'âge quaternaire, d'âge tertiaire, mieux que des terrains d'âge secondaire qui sont très anciens ou bien d'âge primaire. Pourquoi? Parce qu'un fossile qui a vécu ou bien qui reste sur une roche depuis 500 millions d'années, ce n'est pas un fossile qui est enregistré ou bien qu'on trouve dans une roche ou bien dans un sédiment de 5 millions d'années. Parce que 500 millions d'années de conditions climatiques, d'oxydation, des températures, des inondations, des courants, etc. Donc, le fossile, on a peu de chances de le trouver en entier, au moins. C'est-à-dire, je préfère travailler sur un terrain plus récent. Alors, en ce qui concerne les approches paléo-écologiques, c'est l'étude écologique au niveau de l'individu, un seul individu. Si je parle d'un seul individu, donc automatiquement, je vais essayer de reconstituer la vie de cet individu. Un individu, quoi qu'il en soit, il y a une naissance, vie, mort, puis une histoire post-mortem, c'est-à-dire la fossilisation de l'individu. Mais je parle d'un individu, de sa morphologie, de son mode de vie, etc., etc., etc. C'est-à-dire, il faut faire une analyse qui est morpho-fonctionnelle. J'ai les mains, j'écris avec les mains, je mange avec les mains, etc., etc. J'ai les pieds, je marche avec les pieds. Donc, c'est morpho-fonctionnel. Cette approche, il nous permet de mettre en évidence le mode de vie, notamment dans le milieu marin. Les poissons, ils nagent. Les serpents, ils rampent, etc. Donc, on peut intégrer la paléochronologie. Une fois on a les conditions, le mode de vie, etc., on peut avoir la paléochronologie, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la dynamique de cet individu, avec les mouvements de cet individu, les différents témoignages de l'activité biologique qui nous fournissent un peu d'intéressants éléments de la paléoécologie de l'individu et son comportement habituel ou occasionnel. Il y a le comportement habituel. Le comportement habituel, on prend le petit déjeuner habituellement, le dîner, le déjeuner, etc. On dort à minuit, etc. Ce sont des comportements, puis on se réveille. Comportement habituel. Je vais jouer le tennis, j'ai les moyens, je vais jouer le tennis. Je n'ai pas des moyens, je n'ai pas de moyens, je ne vais pas jouer du tennis. Ce sont des comportements qui sont occasionnels. Je ne vais pas nager pendant qu'il fait très froid à la plage. Je ne vais pas aller à la plage pour nager. On peut éventuellement aller nager pendant l'été lorsqu'il fait chaud. C'est un comportement qui est occasionnel. Mais le comportement habituel, c'est ce qu'on mange chaque jour, on dort chaque jour, on va au travail chaque jour, on fait nos devoirs chaque jour. Mais en ce qui concerne les approches paléosynécologiques, c'est la même chose. Mais sauf cette fois-ci, ça concerne la communauté de l'espèce et non pas l'individu. Et si on parle de la communauté d'espèces, là, on est obligé de faire le dénombrement, le nombre d'espèces, la densité des espèces. C'est-à-dire, il faut faire des mesures statistiques. Un certain nombre d'espèces vivent dans une portion de terrain. Soit on a une grande densité, on est à Casablanca, il y a des immeubles de 10 étages. Il y a plusieurs populations qui vivent
dans une portion de 100 mètres carrés, mais en épaisseur, en hauteur plutôt. Mais lorsqu'on on va à la campagne où il y a des fermes, on voit 2-3 familles qui vivent dans plusieurs hectares. On n'a pas la même densité, on n'a pas le même mode de vie, on n'a pas et non pas le même milieu de vie, et non pas le même stress de vie. Même la paléopsychologie, on peut l'intégrer. Et non pas le même stress de la vie, et non pas la même dynamique au niveau de l'environnement. C'est-à-dire deux comparaisons, et non pas les mêmes ressources. Les gens à Casablanca, ils se réveillent à 6 heures du matin, ils prennent le bus, ils prennent le tramway, ils prennent etc., etc. Ils ont un mode de vie, une grande densité. Les statistiques. Ce n'est pas le cas dans le désert, etc., etc., etc. C'est-à-dire, les espèces peuvent coexister dans un seul espace qui n'est pas le même. On doit faire des dénombrements. Pour cela, deux approches sont possibles. Soit la description simple de l'écosystème, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, la composition, densité de population, peuplement, et les compétitions. Les compétitions, il y en a deux. Il y a les compétitions intraspécifiques. Le chat fait une compétition avec un autre chat. Deux mâles qui font la compétition pour s'approprier de la femelle au sein de la même. Mais il y a aussi interspécifique, il y a le chat et la souris. Alors le chat, il court derrière la souris. Mais c'est interspécifique. Là, ce n'est pas pour la fécondation, mais cette fois-ci, pour s'approprier d'autres ressources et la nourriture. Puis il y a l'approche dynamique, elle concerne un peu le milieu et les évolutions temporelles des espèces selon l'environnement. Chaque espèce, elle peut évoluer au sein de l'environnement. Les fourmis, par exemple, pendant l'hiver, ils ont un peu de la nourriture qu'ils ont ramassée pendant l'été. Pendant l'été, il y a du blé, il y a tout ça. Il y a des espèces qui vont rassembler ce petit blé, ils vont le mettre dans les terriers, ils vont le cacher. Mais pendant l'hiver où il y a beaucoup de pluie, etc., ils se cachent, ils mangent un peu leurs réserves en nourriture. Donc, ce sont des évolutions temporaires. En paléontologie, en paléocynécologie, alors des approches sont descriptives et empiriques, sont utilisées. Ils peuvent être jumelés à tout ce qui est quantitatif ou bien à tout ce qui est statistique. Donc, en paléontologie, comme on l'a vu, on va faire un peu la morphométrie. Je prends le fossile, je vois la taille du fossile, la forme du fossile. On parle d'un trilobite, il a 3 lobes, il a le céphalon, le pygidium, le thorax, etc. Je vois les 1000 pattes, je vois que ce sont des insectes, ils ont beaucoup de pattes, etc., etc. Alors, là, mais en ce qui concerne la paléocynécologie, je dois faire des pourcentages par rapport au milieu, la densité des milieux, etc. C'est-à-dire, ce sont des rapports qui sont quantitatifs et peuvent nous donner des idées sur les environnements anciens et les paléoécologies. En conclusion, le préalable pour toutes les synthèses, que ce soit en paléoécologie, que ce soit pour éventuellement faire des reconstitutions paléogéographiques et paléo-environnementales, toute synthèse, il va consister en un examen critique des conditions de la genèse d'un gisement. Lorsque je parle d'un gisement, là, je parle d'un gisement fossilifère. Lorsque je trouve un gisement fossilifère, je trouve par exemple des centaines de fossiles de la même espèce ou bien de différentes espèces au sein de la même couche géologique. Là, je vais vous dire, soit c'est une extinction, soit c'est une disparition brutale, ce sont des cadavres. Mais il y a une grande densité de cadavres. Si je trouve une grande densité de cadavres, alors là, je vais mettre un grand point d'interrogation. Pourquoi ces cadavres sont ressemblés pas?
peut-être un courant qui les a rassemblés, peut-être une inondation, peut-être un tsunami, peut-être une catastrophe naturelle, peut-être un incendie, etc., etc. Là, on commence à faire des interprétations. Mais ces interprétations, il faut les mettre avec prudence et avec le maximum, il faut critiquer, d'ailleurs. Donc, il faut avoir toujours les observations de l'ethnologie et de la dynamique des populations. Les techniques récentes d'investigation, il intègre un certain nombre de disciplines, la paléochimie, la microbiologie, etc. On peut intégrer un certain nombre de disciplines pour mieux cerner ça. Alors, maintenant, une fois on a idée, on a vu qu'on peut reconstituer la paléoécologie, on peut reconstituer les paléo-environnements pour éventuellement avoir une idée sur les paléogéographies anciennes. C'est-à-dire, on peut avoir un rétroviseur pour voir ce qui s'est passé il y a longtemps. C'est ce qu'on appelle une vue qui est rétrospective. On voit à l'arrière. À l'arrière, ça peut être 10 millions d'années, comme ça peut être 500 millions, 600 millions d'années. Maintenant, on va attaquer les gisements fossilifères et la notion de taphonomie pour essayer de reconstituer un peu l'histoire et comment interpréter l'histoire de ces espèces qui sont géantes, comment éventuellement on peut retrouver des espèces, des reptiles, les pattes qui sont réduites par exemple, même actuellement on voit les kangourous, pourquoi les pattes antérieures ils sont un peu réduites, etc. Même sa dynamique elle ne ressemble pas à d'autres, etc., etc. En ce qui concerne la taphonomie, alors là, elle aussi, c'est une branche de la paléontologie, comme on a vu auparavant, qui étudie les processus, cette fois-ci, responsables de la fossilisation des organismes. C'est-à-dire, c'est une discipline qui s'intéresse surtout sur l'histoire post-mortem d'un individu, d'un être vivant, après la mort. La compréhension des conditions dans lesquelles les organismes deviennent fossiles. On a un organisme, naissance, vie, mort, mais par la suite, l'histoire post-mortem, c'est là que commence un peu la taphonomie. Comment ces organismes ils deviennent fossiles, sous forme de roches. Il conduit à une meilleure interprétation des informations qui nous est fournie d'ailleurs par ces fossiles. Et il peut avoir une idée sur la reconstitution paléogéographique, paléoécologique, etc., etc. La taphonomie, donc, elle représente en quelque sorte l'histoire post-mortem qui peut se résumer en 3 points essentiels. Tout d'abord, la nécrolyse, c'est tout simplement la décomposition des parties molles. Chaque individu, il y a les parties molles, il y a le squelette. Le squelette, il est dur. Les parties molles ne sont pas dures. Les parties molles peuvent être attaquées par des bactéries ou bien par d'autres espèces. Ils vont être détruites, ils ne vont pas être conservés, sauf dans la glace. On va voir cet exemple. Et puis, il y a la biostratinomie, c'est le processus de transport de sédimentation avant l'enfouissement. C'est-à-dire, je peux avoir un cadavre, mais une fois dans son histoire post-mortem, il sera déplacé par un certain courant et puis il sera déposé dans un autre endroit. C'est-à-dire, c'est ça son milieu de vie et c'est ça son histoire post-mortem, dans un autre environnement. C'est comme quelqu'un qui est mort à l'extérieur, à l'étranger, on l'apporte par un avion, on leur fait leur tombe, sa tombe dans un cimetière au Maroc, par exemple. C'est-à-dire, il a vécu en étranger, il est mort. Lorsqu'on va trouver cet individu, les traces de cet individu dans le cimetière, ça ne veut pas dire qu'il est né, il a grandi, il est mort au Maroc. Il a été transporté. La même chose pour les fossiles. Mais lorsque l'avion, pour ce moyen de transport, il pourrait être loué, les vagues, etc., etc., etc.
La diagénèse, c'est-à-dire les processus de transformation biogénique pendant et après l'enfouissement. Les couches, voilà, ils se surmontent avec cette diagénèse, et à chaque fois il y a enfouissement et en même temps il y a transformation du minéral initial qui forme le squelette en un nouveau minéral selon la tombe auquel il s'est déposé. Alors, la préservation de ce fossile, même les plus résistants, peuvent être grandement affectés. C'est-à-dire, même les fossiles les plus durs, ils peuvent être affectés, ils peuvent être cassés, et ils dépendent du milieu extérieur. Ils dépendent de la géodynamique externe. Exemple, la dissolution des carbonates qu'on a vu dans le cours de géodynamique externe l'année dernière. La dissolution, il y a les précipitations, les eaux de pluie, ils s'infiltrent dans les roches, dans les cassures, etc., etc. Et on pourra avoir formation de grottes, ou bien formation des abris, ou bien d'autres formations. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la formation des abris ou bien la formation des grottes, ça c'est à grande échelle. Alors, il faut imaginer un fossile qui a le squelette, ou bien le test, ou bien la coquille qui est calcaire. Il pourrait être attaqué par ces eaux de pluie, il pourra être dissoute